Parfait. Je précise que la partie débat ou conférence sera déposée sur le groupe pédagogique. Il sera déposé sur le groupe pédagogique. Parfait. C'est bien. Donc, on peut commencer. Et je souhaite rappeler dans un premier temps le plan. Je souhaite rappeler le plan de cette intervention ou débat, parce que je vais vous poser des questions au cours de cette première activité. Il y aura un débat, 40-50 minutes, un peu plus, un peu moins. Ce n'est pas un problème. Je rappelle que nous avons 3 points. Nous avons 3 points à traiter. Premièrement, qu'est-ce qu'une utopie? On va définir le vocable utopie. Qu'est-ce qu'une utopie? On va définir donc le vocable utopie. Le deuxième point, c'est les utopies et la promesse d'un monde meilleur. Les utopies technologiques et la promesse d'un monde meilleur. Pour joindre l'utile à l'agréable, à la fin de la séance, je mettrai aussi à votre disposition toutes les références webographiques que j'avais utilisées. Toutes les références webographiques que j'avais utilisées sans exception pour animer cette partie du cours, pour animer cette partie de la séance. Le troisième point, ce sont les limites, les contraintes et les critiques aussi, par rapport aux utopies technologiques, pédagogiques et numériques de l'ère contemporaine. Donc, on va commencer par le commencement. Et le commencement, bien entendu, c'est la définition du terme utopie. À votre avis, qu'est-ce qu'on entend par le terme utopie? Utopie, qu'est-ce qu'on entend par le terme? Un monde idéal, ok? Oui, un monde sans défaut, qui est parfait. Qui dit mieux? Un monde irréel, oui. D'accord, très bien. Oui. Il ne tient pas à la réalité. Oui. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on entend par l'utopie? C'est l'utopie, justement, l'utopie, c'est un monde imaginaire, c'est un monde de rêve, c'est un monde imaginaire, c'est un monde de rêve. Le terme aussi utopie vient du grec utopia, qui signifie un monde imaginaire, un monde de rêve. Et il faudra aussi lier ce terme associer ce terme au concept de la cité vertueuse, de Al-Madina al-Fadila, la cité vertueuse, où on rêvait d'un monde meilleur, un monde où il n'y a que les bonnes valeurs de conduite, un monde de confort, un monde de paix, un monde d'égalité, etc. Donc, les patrons de l'Internet, depuis des années, ils ont cherché à réaliser ce rêve. Et depuis la décennie des années 90 du siècle dernier, on a vu se lever une immense promesse autour de l'Internet et des nouvelles technologies de communication. Cette promesse est apparue sous la forme d'un projet de société. C'est ce qu'on appelait à l'époque, depuis les années 90 du siècle dernier, la société de l'information. Et dans ce qui suit, je vais préciser les caractéristiques fondamentales de cette société de l'information pour présenter d'abord la thèse et à la fin l'antithèse. Pour d'abord vous montrer tout le monde paradisiaque, toutes les promesses de l'Internet, un monde paisible, un monde où il y a une abondance d'accès à l'information, etc., etc. Après, on va montrer l'antithèse avec les dangers de l'intelligence artificielle, avec aussi la robotisation de l'enseignement et
la robotisation de plusieurs métiers qui a créé un peu partout dans le monde des vagues de licenciement de plusieurs employés. Donc, on va voir aussi que pour des métiers, par exemple, comme l'enseignement, il ne faut pas procéder à une robotisation totale. Parce que dans l'enseignement, il y a dans la formation en général, pas que l'enseignement, le training, les formations, tous ces métiers-là, ils reposent beaucoup sur l'émotion, sur le body language, sur la rencontre directe. Il n'y a pas que la robotisation et la mécanisation. Donc, cette promesse est apparue sous la forme d'un projet de société, celui de la société de l'information, et il y a eu de très nombreux discours convergents qui proviennent du monde des industriels, du monde politique et de certains milieux intellectuels qui ont parlé à l'époque d'une révolution numérique, une révolution numérique. Beaucoup de médias ainsi que le monde publicitaire ont relayé la plupart du temps cette idée, ils ont mis en valeur cette idée, et ce discours de valorisation, il faudra ajouter que ce discours a largement dépassé le simple enthousiasme qu'une nouvelle technologie suscite habituellement. Maintenant, quelle est la légitimité de cette nouvelle société? Donc, il y a, pour comprendre la légitimité et la force de cette nouvelle société de l'information, il faudra s'arrêter sur 3 raisonnements. Donc, il y a 3 raisonnements qui vont nous aider à mieux comprendre cette légitimité de cette société de l'information. D'abord, nous assisterons à une révolution technique dans le domaine de l'information. C'est le côté technique qui est premier à relever. Pas seulement dans le domaine de l'information, mais aussi dans celui de son traitement, de sa conservation, du transport de l'information, le transport de l'information qui désormais se transmet à travers le langage des bits, 010101 bytes, 01000101, etc. Ensuite, le deuxième raisonnement, c'est que cette révolution va provoquer des changements en profondeur dans les structures des sociétés et même dans les civilisations. Enfin, ce bouleversement serait pour l'essentiel positif et à l'origine d'une société prétendument plus égalitaire, plus démocratique, plus prospère postmoderne. Alors, pourquoi postmoderne? Parce que c'est la société qui vient après la société industrielle. Donc, la postmodernité, c'est après, c'est au-delà de la société industrielle. C'est la société où il y a un pouvoir très important de l'information. Depuis, par exemple, la guerre de l'Irak au début des années 90 du siècle dernier. Donc, on a répété un slogan plusieurs fois. L'information, elle tue plus que la balle, ou bien elle est plus rapide qu'une balle. Donc, l'information, maintenant, on est dans la société de l'information. Tout le pouvoir, c'est dans l'information. Le leadership, il est dans l'information. Celui qui a la première information, l'information la plus impactante, la plus impactante, celle qui va changer l'opinion publique, il peut vraiment être dans le leadership. De nombreux discours popularisent cette vision du futur. Ils popularisent cette vision du futur, qu'il s'agisse pour ce qui concerne la décennie écoulée ou bien de discours politiques comme ceux, par exemple, du vice-président américain Al Gore, aussi Bill Gates, depuis les années 90, il vantait, il mettait en valeur les aspects très positifs du numérique. Donc, il faudra citer aussi d'autres auteurs comme Pierre Musso, comme aussi Pierre Lévy, etc., etc. Maintenant,
j'ai envie d'expliquer avec vous, de partager avec vous pourquoi cette société de l'information nous promet un monde meilleur, selon plusieurs experts. Tout simplement parce que cette société de l'information s'articule autour d'une exigence. Alors, laquelle cette exigence, c'est accepter de basculer dans Internet l'essentiel de nos activités et aussi, le fait aussi de promouvoir et transformer l'Internet en un espace de vie, un espace pour le commerce en ligne, pour le travail à domicile, pour l'école, pour l'université virtuelle. Hein. C'est ce que nous avons vécu de façon très accentuée ces 12 derniers mois. Et c'est une occasion pour le Maroc pour se développer. Parce que le Maroc, s'il n'aura pas vraiment l'intelligence, et j'assume ce que je dis, pour profiter de cette deuxième vague digitale, la première vague c'est 1990, la deuxième vague c'est 2020. Donc il faudra que le Maroc puisse profiter de cette deuxième vague pour se positionner dans l'échelle des économies et des puissances mondiales. Le Maroc, maintenant, il a toutes ses chances. Pourquoi? Je vais revenir au contexte de la crise sanitaire pour jeter un coup d'œil sur ce qui se passe actuellement. Regardez avec moi la crise des vaccins des pays européens comme la France, l'Espagne et l'Italie qui sont très en retard par rapport à la vaccination. Le Maroc, par exemple, maintenant, d'après les chiffres, il est le 5e dans le monde au niveau de cette campagne de vaccination. C'est quelque chose qui nous étonne et qui nous émerveille. Hein. Donc, mais il faut continuer. Il faut continuer. Le Maroc, par exemple, même lors de cette année de crise, il a gagné au niveau du classement. Au niveau des pays arabes, c'est la 3e puissance. Et c'est un pays sans gaz et sans pétrole. Mais le taux de croissance économique prévu pour 2021, c'est 4,6%, même lors de ce temps de crise sanitaire. Au niveau de l'Afrique, le Maroc est devenu la première puissance. Il a dépassé même l'Afrique du Sud ces derniers temps. Il y a très peu de personnes qui le savent, parce qu'il y a des choses très pointues dans l'actualité qu'il faudra suivre, mais le Maroc, c'est bien, il a commencé à profiter de la crise. Il faut continuer. Le plus important, c'est de continuer. Je précise que ce discours sur la promesse d'un monde meilleur, etc., un monde égalitaire, a évolué au moins dans 2 directions. D'abord, malgré la forme séduisante des messages qui le mettaient en forme, ce discours de valorisation de l'Internet est devenu ces dernières années un discours plutôt pessimiste. Et surtout avec l'apparition de plusieurs disciplines, comme par exemple l'éducation aux médias. Avant les années 2000-2005, on ne parlait pas de l'éducation aux médias. Ça veut dire éduquer les jeunes générations, les enfants et leurs parents, à titre d'exemple, à bien utiliser les médias. Et on a commencé à parler depuis 2000, 2005, etc., de façon plus accentuée de l'éthique du journalisme, l'éthique de la presse. Voilà, donc les dangers du piratage, etc., la cybercriminalité. Donc ça, c'est le dark face, voilà, donc c'est le visage obscur, et noir de l'Internet et de la technologie et tout le discours, d'ailleurs, a changé ces dernières années. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On a des contenus très, très riches, mais je vais être sélectif et je vais passer maintenant à la pédagogie. C'est la partie qui va nous intéresser et on va détailler dans ce qui suit le rapport de l'utopie
avec la pédagogie. Comment une pédagogie peut être utopique, ou bien comment l'utopie, comment on a aussi rêvé d'une pédagogie multi-ouverte, comment aussi on a rêvé depuis des décennies à briser les frontières de l'espace-temps et de faire bénéficier toute l'humanité du savoir, de l'information, le partage du contenu, etc. De prime abord, primo, il faudra souligner que la pédagogie, en principe, elle concerne des personnes réelles dans un contexte réel. Donc, retenez ça. Elle s'adresse à des personnes, elle éduque des personnes réelles dans un contexte réel. Mais ces dernières années, ces derniers mois plutôt, la pédagogie a changé parce qu'elle concerne des personnes réelles dans un monde virtuel. Elle s'adresse à des personnes réelles dans un monde virtuel. C'est le contexte spécifique de l'enseignement à distance, de l'enseignement en ligne, du e-learning, etc. Il y a des personnes qui vont croire que cette révolution de la pédagogie a commencé ces 12 derniers mois. Non, elle a déjà commencé dans les pays industrialisés tels que le Canada et les États-Unis depuis les années 80. Depuis les années 80, ils ont le système de cours à distance. Ils sont très habitués, les Américains, avec ça. Et ils avaient utilisé voilà, la pédagogie aussi de la classe inversée, la pédagogie du e-learning depuis des décennies, depuis plus de 40 ans. Tout simplement parce qu'il faudra comprendre que la géographie très vaste des États-Unis, un pays très large, peut-être 4000 ou 5000 de largeur. Voilà donc la distance entre l'extrême ouest et l'extrême est, peut-être 4000 kilomètres. Donc ce contexte de pays très vaste a encouragé de plus en plus l'éducation en ligne. L'imaginaire pédagogique prend plusieurs formes. Parmi elles, c'est l'utopie, dans la mesure où toute pédagogie dessine le contour d'un avenir à la fois individuel et collectif. Et elle se réfère à une société idéale. Pourquoi on parle de l'utopie pédagogique? Parce que l'on rêve d'une société idéale où l'éducation devrait se faire, ou bien où tous les citoyens devraient bénéficier d'une éducation meilleure, égalitaire, etc., etc. Maintenant, je vais voir avec vous une expérience. Je vais parler d'une expérience personnelle, qui est issue d'un travail de recherche que j'avais écrit et publié en 2019 sur l'enseignement, le passage de l'enseignement traditionnel à l'enseignement numérique. Et j'ai parlé dans cet article qui est publié dans les annales universitaires de l'université de Craiova en Roumanie en 2019 et que vous pouvez trouver sur Internet et que je mettrai à votre disposition, bien sûr, avec toute la webographie qui sera postée sur le groupe. Je vais parler rapidement du passage, de la transition de l'enseignement traditionnel à l'enseignement numérique en insistant sur le cas du téléphone mobile. C'est ce qu'on appelle mobile learning, l'apprentissage mobile. Alors, dans cette expérience, j'ai voulu réfléchir aux apports de l'utilisation andragogique. L'utilisation andragogique, ça veut dire l'utilisation par les adultes du smartphone dans le cadre de plusieurs ateliers, que ce soit en publicité ou bien en communication de sensibilisation que j'avais animé ici à l'ISIC
entre 2017 et 2018. Dans cet article, je me suis basé aussi sur les données d'une enquête de terrain qui ont été rassemblées au moyen d'un questionnaire soumis à 50 étudiants afin de révéler leur utilisation du smartphone dans les cours et comment chercher de l'information, comment filmer aussi, comment arriver et réussir à confectionner des contenus créatifs avec ces téléphones mobiles. Avant de vous présenter les résultats pertinents de cette étude, je vais passer en revue quelques remarques sur l'éducation au numérique et l'éducation par le numérique, qui est une grande cause mondiale et probablement une des principales fonctions d'Internet au cours de ces 20 dernières années. Pourquoi? Tout simplement parce que le numérique offre des possibilités d'étudier différentes, à savoir suivre un cours à distance, accéder à des productions scientifiques ou des bases de données, télécharger des logiciels libres, travailler en collaboration. C'est la raison pour laquelle la prolifération des écrans et matériels connectés et de ressources numériques peut conduire les étudiants à adopter des usages différents, de ceux prescrits par l'institution ou par les enseignants. C'est la raison pour laquelle je me souviens très bien, dans ma thèse de doctorat que j'avais soutenue en 2009 en France, j'avais étudié la dimension extra-téléphonique du mobile. Qu'est-ce qu'on fait d'un téléphone mobile à part le fait de téléphoner et d'envoyer des SMS? Maintenant et désormais, avec la génération dernière des téléphones mobiles, il y a une dominance de ces dimensions extra-téléphoniques qui ont fait que la dernière fonction des téléphones, maintenant, c'est d'appeler. C'est la dernière fonction. C'est la fonction la plus secondaire. Toujours en restant dans le contexte de l'université, de nombreux auteurs contemporains constatent qu'à l'université, on n'apprend plus uniquement du professeur et du livre. On n'apprend plus uniquement du professeur et du livre. D'où la nécessité et l'intérêt de faire des projets aussi, et aussi de concevoir le rôle du professeur aujourd'hui comme plutôt un facilitateur d'apprentissage. Le professeur, il faudra aussi repenser le terme professeur. Même le terme professeur, c'est un terme qui est classique. Professeur. Tu es professeur, mais tu ne peux pas... Non, tu ne peux pas vraiment utiliser ce terme maintenant. Je crois que ça devrait aller dans le coaching. Ça devrait changer. Un coach pédagogique, c'est mieux. Un coach pédagogique ou bien un coach éducatif ou quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que maintenant et désormais, tout le monde, toutes les entreprises, tous les individus qui souhaitent vraiment évoluer dans leur vie, ils vont dans le sens du coaching. Maintenant, le coaching, c'est un style de vie. Le coaching, c'est un style de vie. Et on voit le nombre, même si au Maroc, malheureusement, ce n'est pas très développé. Il y a beaucoup de personnes, j'ai eu plusieurs conversations avec des gens, même avec des amis. Est-ce que tu écris des livres que personne ne va lire? Comme ça, ils me le disent frontalement. Tu gaspilles ton temps. Allez, va